petite introduction sur Proparco et peut-être la thématique. Et ensuite, je passerai la parole à Juliette Renaud. On prendra quelques questions par la suite et je repasserai la parole à Alexandre Brailovski pour quelques questions et je ferai une brève conclusion selon le temps qui nous reste à la fin de ce webinaire. Alors, juste pour recadrer un petit peu l'action du groupe AFD et de Proparco. Donc, Proparco, c'est la filiale du groupe Agence française de développement. L'AFD finance et accompagne des projets porteurs de développement durable dans plus d'une centaine de pays. Le groupe accompagne par des prêts, par des subventions ou par des prises de participation, aussi bien des États, des collectivités territoriales, des ONG, des banques ou encore des entreprises privées. Donc une diversité d'acteurs. En 2018, j'ai regardé les chiffres, l'AFD a accompagné à peu près 800 projets dans plus de 108 pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 50% de l'activité est en Afrique. Proparco, donc la filiale qui est dédiée au secteur privé, prête ou prend des participations dans des entreprises privées qui peuvent être françaises ou étrangères. Et en 2018, Proparco a signé des accords de financement avec environ 70 entreprises représentant un montant d'1,6 milliard d'euros. En parallèle de ces nouveaux financements, Proparco gère son portefeuille, l'ensemble des prêts et des prises de participation en cours de remboursement, qui représente à peu près 400 projets sur un montant de 5 milliards d'euros. Voilà à peu près la grande image pour Proparco. Sur les projets accompagnés, donc on a, comme je disais, une diversité importante. Ça peut être à la fois des startups qu'on accompagne, des instituts de microfinance ou d'autres porteurs de projets qui vont de la PME jusqu'aux grands projets d'infrastructure ou d'agriculture. Et parmi tous les projets de Proparco, on peut dire qu'on est sur à peu près 15% qu'on pourrait qualifier de fort impact environnemental et social. Donc, ce sont des analyses d'experts environnementaux et sociaux qui qualifient à peu près ça. C'est-à-dire à peu près 15%. Ça ne veut pas dire 15% de projets d'infrastructure, mais à fort impact environnemental et social. Et ça m'amène à définir un petit peu le grand projet, comment on pourrait le définir, et je laisserai Juliette Renaud et Alexandre Brailovski rebondir s'ils veulent. Peut-être que le grand projet désignerait un projet impliquant des impacts très significatifs sur les communautés et sur l'environnement. Ces impacts, ils peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs, mais en tout cas, ils sont significatifs. On va peut-être parler d'impacts environnementaux et sociaux, d'impacts sur les droits de l'homme. Je pense qu'on parlera tous à peu près de la même chose dans le fond. Ce qu'il faut sans doute garder en tête au fil de ce webinaire, c'est lorsque c'est peut-être ce que vous aussi expliquez les intervenants, lorsqu'ils sont convenablement planifiés, évalués, suivis, ces grands projets à fort impact dans des pays en développement peuvent être structurants pour créer une économie résiliente. Ils peuvent être des leviers importants pour donner accès à des services essentiels à nombre d'individus, de l'eau, de l'énergie, de la santé, etc. Mais évidemment, l'intégration de ces enjeux environnementaux et sociaux très en amont, même si elle est indispensable, eh bien, se confronte à de nombreux défis. Et la complexité de chaque projet, surtout ces grands projets, appelle beaucoup de forces vives. Et donc, j'invite Juliette Renaud donc à nous présenter sa présentation sur l'impact des grands projets et des droits humains. Donc, je le rappelle, hein, elle est responsable de la campagne sur la régulation des multinationales au sein de l'Association des Amis de la Terre. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, en effet, Juliette Renaud des Amis de la Terre France. Donc, pour ceux qui nous connaissent pas, on fait partie d'une fédération internationale, les Amis de la Terre internationale, présente dans 75 pays.
On fait partie de cette fédération internationale et donc on a une conception large des droits humains, donc qui inclut les droits à vivre dans un environnement sain, mais aussi les droits de la nature elle-même. Et on fonde notre approche en fait sur la question d'une interconnexion des problématiques sociales, environnementales et économiques. Car on considère d'une part que ce sont nos modes de production et consommation qui créent des inégalités, détruisent l'environnement, etc., et créent aussi des crises économiques, voire financières, et à leur tour, les impacts environnementaux ont aussi des impacts sociaux. Donc il y a vraiment une interconnexion entre ces différentes problématiques et qui font un peu qui fondent un peu notre approche. L'autre chose qui fonde notre approche, c'est qu'on travaille directement avec les communautés et les travailleurs qui sont affectés sur le terrain, donc dans différents pays du monde. Et en France, on essaye d'une part, notamment sur quoi je travaille, de réguler l'activité des multinationales. Donc on a par exemple été au cœur de l'adoption, du combat pour l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales et on coordonne actuellement la coordination française pour l'adoption du traité sur les multinationales et les droits humains à l'ONU. Et par ailleurs, on a des campagnes plus précises sur des entreprises françaises, mais aussi donc les grandes entreprises qui ont des grands projets qui peuvent avoir ces lourds impacts sociaux et environnementaux, mais aussi les banques qui financent ces projets, et donc que ce soit banques privées, mais aussi financement public. Donc on ne travaille pas de près sur Proparco, mais d'autres de nos partenaires le font, et par contre on travaille sur notamment la banque publique d'investissement, la banque européenne d'investissement, etc., qui ont donc aussi cette responsabilité en effet à prévenir les impacts et les violations, les atteintes graves qu'il peut y avoir sur les droits humains et les droits sociaux et environnementaux des projets qui financent. Nous, notre constat aujourd'hui, c'est qu'on a une accélération de la consommation de ressources. Donc, ça a été multiplié, la consommation de matériaux énergie a été multipliée par 10 au cours du XXe siècle, en particulier les métaux par 19, et depuis le début du XXIe siècle, on a à peu près cette même multiplication. Donc on est vraiment sur une accélération de la consommation de la consommation de matériaux, biomasse, énergie et métaux, et qui est notamment lié à ces grands projets. On est aussi sur, donc c'est un gros problème, on constate qu'aujourd'hui nourrit à la fois la crise climatique, mais aussi la crise de la biodiversité et ces différents conflits sociaux environnementaux qu'on peut retrouver un petit peu partout quand il y a des grands projets de ce type qui arrivent. Et une des choses qu'on partage, c'est l'analyse notamment de la sociologue Maristella Svampa autour du concept d'un consensus des commodities. C'est arrivé après le consensus de Washington, selon lequel finalement il n'y aurait pas d'alternative à cette extraction à grande échelle des matières premières. Et donc finalement ça justifie un peu tout donc ceux qui s'y opposent sur le terrain sont souvent taxés d'être contre le développement ou dans certains pays même des terroristes environnementaux, etc. Et donc finalement c'est une conception productiviste et sacrificielle du territoire qu'on pourrait vider de ses populations, de sa biodiversité. Et ça, on le retrouve pas seulement dans les pays du Sud, mais aussi en France avec la relance, la tentative de relance des activités minières et pétrolières. Et on voit qu'il y a des territoires qui sont plus reculés, que ce soit la Creuse avec les projets de mines d'or ou la Guyane avec, pareil, les projets de mines, mais aussi les projets qu'il y avait eu de forage offshore. Et donc, on a un peu cette division du territoire avec des territoires qui seraient plus vulnérables et qu'on pourrait finalement sacrifier.
Et donc, ce qu'on constate avec cette croissance des grands projets, c'est une augmentation des violations des droits humains et de dommages environnementaux qui sont irréversibles. Et une des causes à la montée de ces atteintes, c'est aussi qu'il y a un manque de régulation justement des activités des multinationales, qui s'explique aussi par l'influence et le pouvoir politique de ces multinationales. Donc là, je ne vais pas le creuser aujourd'hui, mais je travaille aussi beaucoup sur ces questions de lobbying notamment, qui fait que on a un affaiblissement des normes sociales et environnementales. Du coup, là, c'est juste deux petites images pour montrer. Alors, je sais plus si je vous ai dit, moi, je travaille plus particulièrement sur le secteur extractif, donc je vais pas mal sortir d'exemples de secteur, mais vous l'avez là à gauche, une image de déforestation et brûlage suite pour l'exploitation d'huile de palme en Indonésie, et à droite, c'est la mobilisation contre l'oléoduc Dakota Access Pipeline aux États-Unis. Tout d'abord, les impacts sociaux de ces grands projets. Pour les promoteurs de ces grands projets, il y a une idée que ça va bénéficier à l'économie du pays et aux communautés locales. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est souvent une destruction et déstabilisation des économies locales et de déstabilisation aussi sociale. C'est d'abord une occupation territoriale importante qui est liée à ces projets et une destruction des activités antérieures qu'il peut y avoir, que ce soit des activités agricoles ou des activités de tourisme, etc., qui sont impactées directement par ces grands projets. On a aussi souvent lié à ça des mouvements de population, donc il peut y avoir d'une part des déplacements de population qui doivent être expulsés pour les besoins du projet, et par ailleurs l'arrivée de travailleurs qui viennent plutôt d'autres régions. Il y a aussi la question des impacts culturels, que ce soit quand il s'agit de territoires, de communautés autochtones ou d'autres plus généralement. Et après, en termes économiques, souvent l'arrivée de ces grands projets est liée à une montée de l'inflation et donc une montée du coût de la vie pour les populations qui étaient là présentes avant et qui n'ont pas forcément, qui ne bénéficient pas forcément finalement de ces grands projets. Alors pourquoi ils n'en bénéficient pas forcément? C'est parce qu'on est sur des industries qui sont principalement très intensives en capital. Donc si on prend sur les industries extractives, donc en projet minier ou pétrolier, on est entre 0,5 ou 2 emplois créés par millions d'euros ou dollars investis. Donc c'est une très forte intensité en capital et faible création d'emplois. Et surtout, souvent, ce n'est pas des créations d'emplois locaux. Donc les locaux qui peuvent être finalement embauchés sont peu nombreux et sont pour des travaux travaux de sécurité, etc., ou à faible, souvent dans des contrats précaires. Et donc finalement, la première déception souvent à l'arrivée de ces projets, c'est ce décalage entre les emplois qui avaient été promis et le développement local qui a été promis, et finalement la réalité qui est un petit peu différente, avec aussi, comme je disais, un fort recours à la sous-traitance et donc des inégalités aussi de droit du travail entre les différentes personnes qui sont employées. Impacts environnementaux et climatiques, donc on est sur déjà un gigantisme des projets de plus en plus, et donc forcément, qui dit gigantisme, il y a aussi des impacts plus difficilement maîtrisables, même si il y a des progrès dans la technologie, etc. Tout ne peut pas être maîtrisable. Et donc, par exemple, nous, on pense qu'il y a certains projets qui inévitablement ont des impacts, même si on a les meilleures pratiques mondiales. Donc, ça peut être des impacts sur la biodiversité, avec de plus en plus de projets dans des aires naturelles protégées, avec la question de la déforestation aussi. Et on a aussi les problématiques de contamination de l'eau, de l'air et des sols qui, à leur tour, vont avoir des impacts sanitaires. Donc, la contamination a aussi des impacts sur la santé des populations et sur les moyens de subsistance de ces populations, que ce soit parce qu'il y a une contamination, par exemple, des rivières dont dépendaient les gens pour la pêche ou des sols dont dépendaient les gens pour
pour l'agriculture. Et si on peut citer par exemple une des choses controversées, c'est les techniques de torchage du gaz qui peinent à être éradiquées. En Afrique, ça représente 10% des émissions de CO2 de l'Afrique subsaharienne. Et dans le seul delta du Niger, au Nigeria, chaque année, le torchage est responsable de 49 décès prématurés, 5000 maladies respiratoires chez les enfants, 120 000 crises d'asthme et 8 causes de cancer supplémentaires. Et c'est pas seulement aussi une problématique sanitaire, mais aussi une problématique de consommation d'eau et d'énergie qui sont associées à ces grands projets, qui fait que ça aussi entre en compétition avec les besoins des populations. Et il y a beaucoup comme on a retrouvé un petit peu en introduction, ce discours sur le fait que ces grands projets vont apporter, aider finalement la lutte contre la pauvreté, apporter l'accès à l'eau ou l'énergie aux populations locales, sauf que ce qu'on voit dans la plupart de ces grands projets, c'était d'ailleurs le même débat qu'on a eu, quand on s'est rendu avec notre partenaire du Mozambique à l'Assemblée générale de Total il y a 2 semaines, c'est qu'en fait, ces grands projets, le plus souvent, c'est pour de l'exportation. Donc, ça ne bénéficie pas directement cette énergie qui est créée ou d'autres ressources qui sont extraites ne bénéficient pas directement aux populations locales dans la plupart de ces grands projets qui sont surtout basés sur l'exportation. En dehors de ces impacts environnementaux et climatiques, je dirais, qui sont au jour le jour du projet, enfin dans le quotidien du projet, on a bien sûr aussi les catastrophes et les accidents industriels. Et donc, dans les plus récents, je vous ai mis une photo de la catastrophe minière de Brumadinho au Brésil. Et malheureusement, c'est pas un cas isolé, même si la magnitude de cette catastrophe était bien sûr particulière, mais on a des catastrophes à plus petite échelle dans un petit peu partout qui sont liées à ces grands projets. Mais je pense qu'il faut surtout aussi avoir cette idée qu'en dehors des catastrophes elles-mêmes, il y a déjà tous ces impacts, je dirais, au quotidien. Pour ce qui est des droits des populations, je ne vais pas pouvoir tout traiter, mais un point central, c'est la problématique de l'obtention la consultation des populations et de l'obtention de leur consentement libre, préalable et informé, où c'est souvent finalement un gros point de tension, parce que ce consentement libre, préalable et informé devrait pouvoir signifier un droit de veto, évidemment, des populations locales quand un grand projet d'envergure arrive sur leur territoire, et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas que ce soit au pays du Sud ou aussi dans les pays du Nord. Donc, si je reprends l'exemple de la Guyane et des forages offshore, l'autorisation de travaux avait été donnée malgré les résultats de l'enquête publique qui étaient à 95% défavorables au projet. Et souvent, le problème des consultations, c'est que ce n'est pas des réelles consultations, c'est plutôt des réunions d'information qui sont un petit peu à sens unique. Et quand ce dont se plaignent les populations avec lesquelles on travaille, c'est que quand ils formulent des critiques ou des demandes face aux promoteurs du projet ou au gouvernement, elles ne sont pas incorporées. Donc, il y a aussi souvent les problématiques liées à l'acquisition massive de terres et donc notamment à la négociation des taux de compensation qui peuvent, des indemnisations qui peuvent revenir aux communautés, aux populations déplacées. Et pour finir, désolée encore, je vais un peu vite. Dans les cas les plus graves, on a la problématique de plus en plus préoccupante sur laquelle on travaille beaucoup des dangers auxquels font face les défenseurs des droits humains et de l'environnement. Donc ça part de simples menaces orales, intimidation, jusqu'à la criminalisation, la militarisation des territoires, des persécutions et aussi des assassinats. On a sorti une petite note sur le sujet il y a juste une dizaine de jours à l'occasion de la visite de 3 personnes en France, Philippines,
Mozambique et Congo. Et là, je vous ai mis juste la photo et l'exemple de Berta Cáceres, qui a été assassinée en 2016 et qui était mobilisée contre un projet de grand barrage au Honduras. Et selon le rapport annuel de Global Witness, qui sort en juillet chaque année, environ 200 défenseurs de l'environnement sont assassinés chaque année. Et ce chiffre, ils disent eux-mêmes qu'il est en fait fortement sous-estimé. Donc il y a une grosse problématique là, à la fois de responsabilité des entreprises et des gouvernements, parce que ces crimes, ces persécutions, etc., ne sont souvent enfin, les auteurs ne sont pas inquiétés. Enfin, oups. Je voulais terminer sur le lien avec la loi sur le devoir de vigilance pour lequel on s'est battu aux côtés d'autres nombreuses autres associations et syndicats. Et donc, on a publié avec ces associations en février dernier un premier rapport d'analyse des premiers plans de vigilance qui nous semble complètement insuffisant et ne pas répondre aux exigences de la loi. Alors, je ne vais pas pouvoir détailler tout le rapport, mais je pense que vous avez dû en parler de certains points dans d'autres sessions et webinaires. Mais très rapidement, pour insister sur 2 points clés. Le premier élément clé duquel découle en fait tout le reste, c'est la cartographie que doit être fait dans le plan de vigilance. Les entreprises doivent faire une cartographie des risques. Et en fait, ce qu'on voit dans la plupart des plans actuels, c'est qu'on a une publication de la méthodologie de la cartographie, des grands enjeux, on va dire, ben voilà, on va faire attention au travail des enfants, au déplacement de population, à l'impact sur les forêts, je ne sais pas, enfin, selon l'entreprise, donc des très grands enjeux qui sont listés. Mais après, on n'a pas les résultats, donc finalement, on n'a pas la cartographie elle-même. Cette cartographie doit normalement nous montrer comment, face à ces enjeux qui ont été identifiés, quels sont dans la réalité de cette entreprise, concrètement, où est-ce qu'il faut faire attention? Où est-ce qu'il faut faire attention? C'est-à-dire que dans les plans de vigilance, normalement, on devrait voir figurer ces grands projets explicitement avec les principaux risques associés. Est-ce que j'ai un projet qui implique un important déplacement de population? Est-ce que j'ai un projet dans un pays autoritaire, dans une zone de conflit, un projet dans une zone écologiquement sensible? Et ça doit ressortir du plan de vigilance pour qu'on comprenne pas, parce que sinon finalement on pourrait avoir un petit peu la même cartographie. D'ailleurs, par exemple, on voit pour les banques, les grandes banques françaises se sont associées pour la méthodologie de la cartographie. Et ça, c'est très bien de faire des initiatives sectorielles, mais après, finalement, on se retrouve avec un petit peu la même cartographie dans les différents plans de vigilance, mais on peut avoir la même méthode, mais après, le résultat de sa cartographie, il est spécifique à chaque entreprise. Et donc ça, en tant que partie prenante externe, on n'a pas ces informations quand on lit les plans de vigilance. On n'a pas non plus de hiérarchisation de ces risques. Et surtout, dans ce qu'on voit dans beaucoup, moi je fais des généralités, parce que je ne peux pas parler de plans spécifiques, mais dans beaucoup de plans, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas donc là, dans les 3e mesures du plan, on doit avoir des actions d'atténuation des risques. Et ce qu'on voit dans beaucoup de plans, c'est que parfois on a des risques qui sont identifiés dans la cartographie, mais après dans les actions d'atténuation, il n'y a aucune action. Normalement, les actions d'atténuation, elles doivent répondre point par point aux risques identifiés. Et là, on a un petit peu des trous et surtout, on reste souvent dans des termes trop généraux et trop vagues pour bien comprendre concrètement qu'est-ce qu'est en train de faire l'entreprise pour prévenir les risques ou remédier peut-être à des situations d'atteinte qui ont déjà été identifiées. L'autre point qui me paraissait particulièrement faible aussi dans les plans de vigilance, c'est la question de la consultation des parties prenantes. Donc, généralement pour la conception du plan. Donc, il faut savoir qu'il y a une obligation notamment d'associer les parties prenantes internes, les syndicats, à l'élaboration du mécanisme d'alerte. Et sinon, il y a une vocation à élaborer le plan en consultation avec les parties prenantes. Donc, il s'agit surtout des parties prenantes sur le terrain, ceux qui sont impactés par les travailleurs spécifiques d'une usine, d'un centre traitant ou les populations locales proches d'un grand projet. Et ça, on n'a pas trop d'informations sur le fait si elles ont ou non été prises en compte. Et par contre, ce qu'il faut faire attention, bien sûr, dans cette consultation, que ce ne soit pas juste dire, voilà, on a dialogué avec telle partie prenante, mais pour dire, voilà, on a coché cette case, mais ce qu'il faut vraiment
qu'on puisse voir refléter, c'est comment, encore une fois, les préoccupations et les retours, les critiques des parties prenantes ont pu être prises en compte. Et quand on voit plus largement quand je reviens sur la question du consentement et de la consultation des populations sur le terrain, quand il y a des grands projets, ça crée souvent des divisions, hein, des communautés. Je ne dis pas qu'il y a une unanimité contre le projet, mais quand il y a des fortes mobilisations, souvent ce qu'on constate dans les différents projets qu'on a pu suivre, c'est que les entreprises le traitent un peu comme un simple problème de communication, comme si elles n'avaient pas réussi à bien expliquer le projet aux populations, ça n'avait pas été bien compris, au lieu de vraiment comprendre que là, sur certains points, il y a des oppositions, il y a certaines parfois qui peuvent aller jusqu'à des situations irréconciliables et qui remettent en fait en cause le projet. Plus largement, donc, pour revenir au plan de vigilance, la question des mécanismes d'alerte. Donc, ce qu'on a vu, c'est très succinct ce qui est mis dans les plans de vigilance actuels. Pour la plupart, on parle de mécanismes d'alerte seulement ouverts aux parties prenantes internes, donc aux travailleurs de l'entreprise, alors qu'il doit y aussi avoir des mécanismes d'alerte qui sont de recueil des signalements ouverts aux parties prenantes externes. Et les problèmes qu'on a vus souvent, c'est la question de l'accessibilité de ces mécanismes d'alerte. Je parle de mécanismes au pluriel parce que ça doit être adapté aux réalités locales et aussi de l'indépendance de l'entité qui va traiter cette alerte. Alors, parfois, on voit sur le terrain qu'il y a, sur des cas précis, il n'y a pas d'indépendance. Et là, si on parle plus des plans de vigilance, c'est qu'il y a peu d'informations. Donc, en fait, on ne sait pas comment sont traitées les alertes, par qui, quelle suite est donnée. Quelques références. Alors ça, c'est vraiment lié plus à les dernières publications qu'on a eues pour avoir des études de cas concrets, parce que je n'ai pas donné beaucoup d'exemples. Donc, il y a notamment le rapport qu'on a sorti en 2017 avec 3 exemples d'application de la loi de devoir de vigilance. Un autre rapport 2018 qu'on a fait avec un réseau international, donc avec 16 études de cas impliquant des entreprises européennes. Et le rapport dont je vous parlais sur l'analyse de la première année de la loi de vigilance. Et enfin, sur notre site, sur le site des Amis de la Terre internationale, vous allez voir des enquêtes de terrain là vraiment très spécifiques sur différents cas. Alors, ça doit rejoindre un petit peu ce que vous avez formulé sur la consultation qui se déroule un peu plus comme une information, puis pas forcément très clair au début. Et il y a une question là d'un participant qui parle de grands projets qui sont souvent top secrets au début. Est-ce que vous connaissez un mécanisme qui permettrait de s'assurer de la divulgation des informations en amont, suffisamment en amont de ces grands projets? C'est vrai que ça, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un des gros problèmes, et d'ailleurs qui entretient beaucoup aussi la suspicion et la défiance vis-à-vis des grands projets, c'est que les informations arrivent très tardivement. Quand on parle aussi des informations, par exemple, pour le financement par des banques publiques, souvent, en fait, il y a une obligation quand même de publication ex ante, donc avant que la décision soit prise. Mais finalement, on se rend compte qu'une fois que le projet souvent figure sur le site de la BPI, par exemple, ou la BPI, en fait, la décision a déjà été plus ou moins prise. Donc, on arrive trop tard dans le processus pour vraiment pouvoir exprimer des préoccupations. Il y a aussi pas seulement la question du manque de divulgation de l'information, mais aussi du format de l'information. Quand on voit, par exemple, des études d'impact qui font 5000 pages, alors c'est très important et très bien parce qu'on doit aller, quand il y a de nombreux impacts, il faut aller vraiment dans le détail, mais il faut aussi des formats plus accessibles pour les communautés et moins techniques pour les communautés locales. Et surtout, quand on est sur des formats aussi avec autant d'impact et autant de détails, il faut le temps de la consultation. Et on se retrouve souvent avec des consultations qui sont organisées dans des centres, par exemple la capitale du département ou du district, alors que les impacts sont beaucoup plus loin. Donc il y a une difficulté des gens qui sont vraiment impactés au plus près d'assister à ces consultations, ou un nombre de consultations réduit, c'est qu'on a tout le monde en même temps avec une possibilité de parler 1 minute chacun, alors qu'encore une fois, je vous dis, on parle d'impacts qui peuvent s'étaler sur 5000 pages. Donc, je pense que c'est surtout ça le problème. Et
je pense qu'une des choses à remédier, c'est de fournir des informations, même si elles ne sont pas définitives, de les fournir au fur et à mesure en disant, voilà, on est en cours d'évolution sur telle chose, mais on a déjà identifié tels impacts, et donc pouvoir les soumettre à discussion avec les autorités locales et les communautés affectées. Une autre question qui tourne autour des modalités de dialogue avec les parties prenantes. Quelqu'un qui s'interroge aussi sur la nécessité d'accompagner les communautés locales pour aussi... Oui, alors sur les modalités de dialogue à privilégier, alors en fait, il n'y a pas une réponse toute faite parce qu'en fait, ça dépend vraiment de quelle partie prenante et quel contexte local. Ce qui est sûr, c'est que... une approche différente. Voilà, il faut une approche différenciée en fait en fonction de chaque contexte, avec bien sûr la problématique de la langue dans certains pays, la problématique aussi de l'illettrisme sur certaines problématiques, et notamment c'est un gros problème quand on est sur des questions de négociation, de compensation quand il y a des déplacements de population, etc. Donc il faut vraiment, moi je me rappelle d'une mission que j'avais fait à Madagascar où l'entreprise avait un livre de plainte, en fait, où les gens pouvaient mettre de réclamations, on va dire. Sauf que ce livre, il était laissé au commissariat, et sauf que les gens de la communauté n'osaient pas aller au commissariat. C'est quelque chose de tout bête, sauf qu'ils disaient, non, on n'a reçu aucune plainte, mais c'est parce que les gens n'osent pas aller dans cet endroit. Donc il faut aussi que le mécanisme soit adapté aux réalités culturelles et locales. Sur la question de l'accompagnement si les multinationales devraient avoir des obligations d'accompagner ces populations. Je ne pense pas que ce n'est pas du rôle des multinationales d'accompagner les populations, c'est du rôle des multinationales de fournir les informations de façon non biaisée et du coup ouverte au débat, d'incorporer les critiques. Et par contre, c'est plutôt aux autorités locales, elles, de donner aussi le cadre de ce dialogue, le cadre de ces consultations et encore une fois de permettre ce réel débat contradictoire et pas un dialogue à sens unique du promoteur du projet, de la multinationale vers les populations comme c'est souvent le cas, et surtout le fait que là par contre c'est une responsabilité de l'entreprise, de la multinationale, d'apporter des réponses quand il y a des questions ou des réclamations qui sont soulevées, et c'est ça souvent qui fait monter aussi les conflits, c'est quand il y a un espèce de dialogue de sourds et que les communautés ne se sentent pas entendues. L'autre problème qu'on voit aussi, c'est que parfois il y a un peu un jeu de certaines entreprises de diviser pour mieux régner, et donc qui cooptent une partie de la population qui disent si on a consulté, on est très copains avec tel, mais qui ne reflètent pas en fait le fait qu'il y a des contradictions et des divisions dans les communautés. On a même vu sur certains cas des entreprises qui signent des accords, des Memorandum of Understanding ou des accords avec différents groupes d'une même communauté, mais des accords qui sont contradictoires entre eux. Donc forcément, ça va fomenter les conflits au sein de la communauté. Je vais juste relayer une dernière question avant de passer à la présentation de M. Bralowski. Excusez-moi pour la prononciation d'ailleurs. Un participant qui pointe la différence de lecture du contexte social, culturel, en indiquant que, par exemple, le travail des enfants dans les plantations en Afrique peuvent relever du travail champêtre familial, alors que les bailleurs ou des ONG internationales le repèrent comme une violation de droits de l'homme. Comment vous voyez cette tension? Là, je pense qu'il y a il y a des conventions internationales sur la question du respect des droits des enfants. Et donc, quel que soit le contexte culturel, elles doivent être respectées. Donc après, on a parfois des contradictions qu'il peut y avoir entre la législation locale ou le contexte culturelle locale et ces conventions internationales. Et donc, pour nous, du point de vue dont on se place, l'entreprise doit respecter la protection la plus importante pour les travailleurs, les populations, et ici, le cas des enfants.